Sud Midi, le journal. Madame, monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Le coronavirus en chiffre ce dimanche, de nouveaux décès et 130 nouvelles infections, dont 63 issues de la transmission communautaire, ont été enregistrées. Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Mbour, Tivaouane, Kédougou, Kolda, Sédhiou ou encore Dakar, toutes des localités touchées par ces nouvelles infections concernant la gestion du médicament. En cette période de crise sanitaire, il n'y a pas besoin de paniquer. Un stock de sécurité de 6 mois est assuré, affirme la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Dr Annette Seck Ndiaye était l'invitée de Bayoumar Gueye dans Objection de ce matin. Et puis la Covid-19 a des impacts bien réels sur les activités touristiques. C'est pourquoi le ministre du Tourisme, en visite dans des hôtels de Ndangan, appelle tous les acteurs à s'impliquer davantage pour la relance des activités dans ce secteur. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Rapsa Eliman Wan vont boucler ce Sud Midi, mise en onde par Hassan Toun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Kaolack encore en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Jim Ndiaye, guide spirituel de la commune de Kayemor et proche de la famille Niassène de Medina Baye. Il a donc été rappelé à Dieu dans la nuit du samedi au dimanche aux environs de 2h du matin à Kayemor, sa ville natale. Âgé de 55 ans, Serigne Jim Ndiaye sera inhumé dans la journée au cimetière de Kayemor. Toutes nos condoléances à sa famille. Je vous le disais tout à l'heure de ce matin, donc un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier nuit au marché central de Kaolack, ravageant le centre du marché appelé Mbaroufag Djaï de Kaolack. Nous retrouvons la correspondance de Mamadou Camara. Mamadou Camara, bonjour. Bonjour Adji Fatou Bari. Alors, quelques heures après cet incendie, les sinistrés ont afflué sur les lieux. Voilà, c'est ça, vous avez raison de le dire. Nous sommes présentement au marché central de Kaolack où le sinistre a eu lieu hier. Presque 5 heures de temps d'horloge, les sapeurs-pompiers qui s'activaient autour pour essayer de tout faire pour circonscrire et maîtriser la situation. Déjà ici au marché central de Kaolack, les commerçants, donc pour la plupart des femmes qui étaient au courant de la nouvelle, sont revenus ici pour essayer de s'enquérir de la situation. Actuellement, les forces de l'ordre ont entreplacé tout le marché central de Kaolack, empêchant effectivement ces braves commerçants d'entrer pour voir de visite la situation de leurs marchandises. Et pour le moment, les agents de la Sénélec sont également sur les toits pour essayer vraiment d'isoler l'électricité. Et tout ce qu'on peut retenir, 8 heures de temps d'horloge ou bien moins de 8 heures ou 5 heures de temps, les soldats du feu de la 31e compagnie d'incendie et de secours étaient là. Ils ont été renforcés par le collègue de Gossas, de Catherine, de Patrick également, qui étaient venus à la rescousse pour apporter leur soutien effectivement aux sapeurs-pompiers de la 31e compagnie d'incendie et de secours. Il faudra dire que 6 engins étaient également mobilisés. Vous aviez entendu dans nos précédentes éditions le commandant des sapeurs-pompiers, le capitaine, bien sûr, Martial Lyon, qui avait effectivement soutenu qu'ils avaient d'énormes difficultés compte tenu d'un problème d'accessibilité au niveau du marché central de Kaolack. Et également, Kaolack avec une seule bouse d'incendie qui se trouve au niveau de la Société Générale, une bouse d'incendie qui est tombée en panne depuis 3 mois. Ce sont autant de difficultés, effectivement, qui ont rendu la tâche difficile à ces soldats du feu. Et pour le moment, nous sommes ici au marché central. Nous avons aperçu tout à l'heure le préfet du département de Kaolack qui était à l'intérieur pour essayer de recenser effectivement les cantines qui sont endommagées. Mais au total, on peut dire que depuis hier, en tout cas, vers les coups de 2 heures du matin, il y avait une vingtaine de cantines qui ont été la proie des flammes, notamment au niveau de la friperie communément appelée Togidjaï et aussi au niveau
de Mbaroukatoum. Les flammes se sont également propagées à l'intérieur du marché. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir pour le moment en attendant de revenir dans nos prochaines éditions. C'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis le marché central de Kaolack pour Sud FM. Merci beaucoup Mamadou Camara qui, je le rappelle, revenait sur cet incendie d'une rare violence qui a ravagé hier soir une bonne partie du marché central de Kaolack. Parlons à présent de la Covid-19 avec le bilan du jour qui fait état de 2 décès supplémentaires et 130 nouveaux cas, dont 63 issus de la transmission communautaire. 53 patients, quant à eux, sont admis en soins intensifs. Le point complet du jour avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1317 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 67 cas contacts suivis par nos services et 63 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou communes suivants. Saint-Louis, 8. Thiès, 7. Ziguinchor, 5. Mbour, 4. Tivaouane, 4. Kédougou, 3. Kolda, 2. Liberté, 2. Mariste, 2. Mbao, 2. Parcelles Assainies, 2. Popenguine, 2. Sangalkam, 2. Saraya, 2. Sédhiou, 2. Almadies, 1. Diourbel, 1. Fatick, 1. Grand Dakar, 1. Grand Yoff, 1. Guédiawaye, 1. Gueule Tapée, 1. HLM, 1. Joal, 1. Mermoz, 1. Ouakam, 1. Ouest Foire, 1. Touba 1 et Vélingara 1. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce samedi 15 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 162 cas ont été déclarés positifs, dont 7 677 guéris, 253 décédés et donc 4 231 sous traitement. Vous venez d'entendre Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous faisait le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Parlons à présent de la gestion du médicament en cette période de Covid-19. Un stock de sécurité de 6 mois assuré. L'assurance est donnée par Madame Annette Seck Ndiaye pour la directrice générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement. 4 milliards de francs CFA ont été dépensés en 4 mois pour assurer un bon approvisionnement en médicaments. Docteur Annette Seck Ndiaye, que nous écoutons avec Bayoumar Gueye. Dès que la pandémie a touché notre pays, et bien avant d'ailleurs, parce que dès que la pandémie a touché la Chine, on revoyait ça de loin, mais on se disait attention, il faut se préparer. Et très tôt, nous avons essayé d'identifier avec les acteurs et les professionnels de santé les produits dont on aurait besoin, les produits prioritaires qui devraient être sécurisés. Et nous avons ainsi sélectionné une centaine de produits, de médicaments et produits essentiels, y compris les équipements de protection, pour faire de sorte que ces produits soient en quantité suffisante, aussi bien pour la consommation de routine que pour le stock de sécurité. Et aujourd'hui, vous avez un stock de sécurité qui est en principe au moins de 6 mois. Toutefois, il faudrait qu'on fasse attention parce que le stock de sécurité dépend également de la durée de vie des produits.
vous avez des produits que vous pouvez stocker même sur 1 an. Aujourd'hui, pour les équipements de protection, nous avons presque 1 année de couverture. Donc, vous avez les combinaisons, les surchausses, les casaques, les masques. Nous en avons vraiment en quantité suffisante. Ah oui, les masques aussi. Les masques aussi, puisque au début, vous avez vu, c'était la grande difficulté. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment un stock confortable. Et par contre, sur certains médicaments, vous devez quand même travailler soit en flux tendu, soit quand même sur un planning de livraison. Parce que sinon, lorsque vous recevez ces médicaments, ils doivent avoir au moins 4/5 de leur durée de vie. Et quand vous n'êtes pas certain que ces produits vont être consommés, vous ne devez pas dépasser les 3 ou 4 mois de stock. Mais je voudrais dire que nous sommes assez confortables et dire également, et je l'ai dit la dernière fois, nous avons sur l'ensemble de ces produits, sur le pipeline aujourd'hui, commandé pour environ 10 milliards de médicaments. Ah oui? C'est beaucoup de médicaments. Et nous avons reçu en 4 mois environ 4 milliards 700 millions de médicaments et produits essentiels qui sont aujourd'hui stockés, distribués aux différents centres de traitement épidémiologique, aux hôpitaux, aux régions médicales et aux districts sanitaires. Alors donc, est-ce que vous avez la traçabilité justement de l'utilisation? Aujourd'hui, vous distribuez, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que la demande est trop forte? Qu'en est-il l'offre par rapport à la demande? Écoutez, aujourd'hui les choses se stabilisent. Il est vrai que au début de la pandémie, il y a eu ces achats paniques où tous les pays achetaient en même temps les mêmes choses. Vous savez, quand on parle de pandémie, ce n'est pas une épidémie qui est dans un certain endroit, mais c'est tous les pays qui sont touchés. Et par conséquent, tout le monde voulait la même chose, voulait la même qualité, et on a tout de suite subi un surenchérissement des coûts et une volatilité des coûts, des prix. Avec maintenant la fermeture des frontières et les restrictions de certains pays sur certains produits, il a été extrêmement difficile de s'approvisionner. Docteur Annette Seck Ndiaye, directrice générale de la pharmacie nationale d'approvisionnement, était donc l'invitée de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmcnradio.com. Le Fonds de solidarité des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal au chevet de ses membres impactés par la Covid-19. À cet effet, des kits alimentaires leur ont été remis à Ndiaye. Le Fonds de solidarité des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal, mis en place après l'apparition de la pandémie de la Covid-19, a remis des kits alimentaires aux familles vulnérables membres de leur association. Ces kits alimentaires, composés entre autres de riz, d'huile, visent à cultiver la solidarité au sein du mouvement Foulard. Madame Aminata Falndour est la présidente du Fonds de solidarité des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal. Notre présence ici traduit en acte la mission du Fonds de solidarité que les éclaireurs et éclaireuses du Sénégal ont mis sur place depuis l'apparition de cette pandémie. C'est de toucher au grand maximum des familles vulnérables qui sont au sein de notre association, de les appuyer en kit alimentaire, en kit sanitaire et en appui financier pour lutter contre cette pandémie. On dit. Ce dont on a toujours voulu montrer, c'est la solidarité. C'est quelque chose qui est inné au Sénégal. Nous, les scouts, les éclaireurs du Sénégal, tout ce que nous avons, nous le partageons avec les gens, avec les personnes vulnérables, avec les personnes âgées. Le commissaire du district des éclaireurs et éclaireuses de Diourbel a salué ce geste de haute portée humanitaire. Salut Sall. Dans notre mission, c'est de contribuer au développement de notre cité et c'est pourquoi on a mobilisé nos fonds, on a mobilisé nos ressources pour en faire des dons aux bénéficiaires éclaireurs. Et c'est vraiment un climat trop complexe par rapport aux pères de famille, par rapport aux mères de famille, par rapport à celui qui veut subvenir certains besoins dus à sa famille. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de le faire. Après les étapes de Dakar, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis et Diourbel, ce fonds de solidarité des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal sera prochainement
dans la région de Thiès. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Des activités touristiques, le ministre du Tourisme et des Transports aériens lance un appel à l'administration et aux entreprises privées pour leur implication. Alioune Sarr était ce week-end à Ndangan. Nous l'écoutons avec Ngor Sarr. Cette visite intervient 2 jours après la décision de son Excellence le Président Macky Sall de relancer notre économie dans cette période post-Covid, où nous devons d'une part nous battre contre la pandémie du Covid-19, mais également relancer l'économie. Et le secteur touristique et les transports aériens jouent un rôle essentiel dans cette relance, puisque le tourisme, comme vous le savez, c'est plus de 100 000 de nos compatriotes qui y travaillent. La plateforme aéroportuaire AIBD, c'est plus de 6 000 de nos compatriotes qui y opèrent. Dans la relance de ces 2 secteurs, après la période de résilience où plus de 77 milliards ont été injectés dans les 2 secteurs. 15 milliards dans le crédit hôtelier. Ici, dans la région de Fatick, plus de 500 millions ont été mis à la disposition des entreprises de la chaîne de valeur touristique. Le crédit hôtelier a permis d'abord de maintenir l'outil de production, ce sont les hôtels, ce sont les campements, mais c'est aussi toutes les entreprises autour de la chaîne de valeur touristique, mais aussi de préserver les emplois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de pouvoir visiter des hôtels qui fonctionnent avec les effectifs. Donc ce crédit hôtelier et touristique sera renforcé dans le cadre de la période post-Covid. Le secteur touristique dans cette période va jouer un rôle très important pour nous permettre justement de relancer le tourisme. Et le levier de relance de ce tourisme, ce sera le tourisme domestique. Je lance un appel, encore une fois, d'abord au service de l'État, pour que justement tous les ministères, mais aussi toutes les entreprises rattachées au ministère puissent être des acteurs de la relance touristique au Sénégal, mais également les grandes entreprises privées, pour que justement les montants qu'ils investissaient dans les colonies de vacances, qu'ils puissent également les porter cette fois-ci dans le tourisme local. Je voulais vraiment lancer un appel pour que les entreprises nationales, mais aussi les entreprises privées, puissent venir dans ce combat que nous avons également de relancer notre secteur touristique. Mais aussi tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises en tant que citoyens, puisque nous savons que les Sénégalais sont de grands patriotes, pour qu'ils puissent justement accompagner le secteur privé et être relancés. C'était le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. Et puis à Fatick toujours, le président Macky Sall offre des masques et gilets à l'association des conducteurs de moto Jakarta de sa ville pour éviter les accidents de la circulation. Le gouverneur de la région de Fatick a procédé à la remise de ce lot d'équipements ce week-end. Seynabou Gueye est avec Ngor Sarr. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour procéder à la remise des 100 casques et 100 gilets qui ont été remis par un grand-fils de Fatick, en l'occurrence le président de la République. Et ça intervient dans un contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus et qui, depuis le début, surtout au niveau des comités régionaux de gestion des épidémies, surtout celui de Fatick que je préside, on a eu quand même des ressortissants, des fils et des filles de Fatick qui ont eu à faire des gestes de bonne volonté, soit c'est en termes d'eau de javel, soit en termes de savon, de gel hydroalcoolique, d'autres produits ou même des appuis financiers. C'est vrai que ça rejoint un peu les actions qui avaient été prises par l'État du Sénégal. Et pour le secteur du transport qui est cité aujourd'hui, parce que ces casques et ces gilets sont destinés aux conducteurs de moto Jakarta de la région. Donc je rappellerai tout simplement qu'il y a eu d'abord un appui conséquent qui a été fait à l'endroit des gares routières et présentement ces responsables dans la gestion de ces gares routières ont reçu en fait tous cet appui qui devait venir de l'État. Il y a aussi à la suite de cet appui destiné aux gares routières, il y a celui qui a été destiné aux auto-écoles. Par rapport maintenant aux conducteurs de moto Jakarta, je sais qu'il y a un travail qu'on est en train de faire avec le ministre en charge des transports pour que l'appui aussi qui doit leur revenir, qu'ils puissent en disposer et le plus rapidement possible. C'était donc le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Gueye. Puis le maire de Pikine-Est lance le concept Pikine-Est commune verte. Il s'agit d'une vaste campagne de reboisement des écoles et rues de la commune ce week-end. Le maire envisage ainsi de créer des espaces verts pour le bien-être des populations. Il lance un challenge aux autres maires du Sénégal pour des communes vertes partout dans le pays. Issakha Diop, maire de Pikine-Est, est avec El Hadj Moussa Thiam.
travailler au reboisement, à l'aménagement et à l'embellissement de la commune parce que nous avons décidé de saisir l'appel du chef de l'État pour que Pikine Est soit la première commune du Sénégal à essayer de matérialiser cette ambition du président de rendre le Sénégal vraiment vert avec un environnement sain et de qualité. C'est une initiative qui a démarré au niveau de cet établissement, mais nous comptons reboiser au niveau de toutes les écoles, au niveau des postes de santé, au niveau des centres communautaires, au niveau de l'hôtel de ville de la municipalité, mais aussi pousser toutes les populations à pouvoir s'engager dans cette dynamique d'un Sénégal vert. Parce que dans les 5 initiatives du chef de l'État, il y a une des initiatives très importantes, le PSE vert. Donc, et le président a eu à faire une proposition poussant peut-être les autorités municipales à créer l'émulation au sein de la population et faire une exigence de plantation d'un arbre à travers les autorisations de construire. Mais à Pikine Est, nous voulons aller plus loin. Nous voulons au niveau des quartiers pour que chaque famille puisse parrainer un arbre et puisse suivre peut-être sa progression. Donc l'appel que nous lançons et le challenge que nous lançons, le Sénégal fait 552 communes, donc aux 551 maires des autres communes de pouvoir faire comme Pikine Est, de déclarer leur commune verte et de pouvoir y travailler. Et je pense que d'ici peu, nous pouvons avoir un Sénégal totalement vert. Parce que le président a donné le ton, il a défini les grandes lignes. Il reste aux autorités locales de pouvoir matérialiser cette volonté du président, mais aussi des populations. Donc, parce que nous savons tous l'intérêt de pouvoir planter des arbres, mais surtout, aujourd'hui, le plus grand fléau de ce troisième millénaire demeure l'agression de notre environnement, qui demeure même le plus grand danger de la survie de l'homme. Donc, fondamentalement, nous devons nous tous nous y investir et participer vraiment à pouvoir créer les conditions d'un environnement amélioré, mais aussi d'un cadre de vie vraiment sain. Donc, ça fait partie de nos ambitions. Donc, les espaces verts, pour vraiment avoir des espaces verts, des espaces de détente. C'est vrai qu'en milieu urbain, il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir développer ce type de projet, mais nous allons y travailler. Sud International. Direction le Soudan où les inondations causées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ont fait 63 morts depuis fin juillet, indique la défense civile. Par ailleurs, 14 018 habitations et 119 bâtiments publics ont été totalement détruits tandis que 16 240 habitations ont été très endommagés, précise toujours la défense civile. Et puis, écho du coronavirus, retenez que dans le monde, le coronavirus touche à ce jour 21 475 017 personnes, dont 771 471 décédés. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud sont les pays les plus touchés par l'infection virale. Des chiffres publiés par l'université américaine Johns Hopkins. Et puis à 12h, passé de 24 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Hapsa Elimanouane. Bonjour et bienvenue à cette rétrospective des faits saillants de la semaine du lundi 10 à ce dimanche 16 août 2020. Nous démarrons par la pandémie de la Covid-19 qui continue de s'étendre dans notre pays avec son lot de contaminations et de décès. Hier samedi, 160 nouveaux cas ont été recensés, dont 91 issus de la transmission communautaire. Avec les 2 décès enregistrés vendredi, le bilan est passé à 251. En début de semaine, 238 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés en 72 heures. Multiplication qui émeut plus d'un. Le point avec Babacar Samb. 53 déclarés samedi, 113 enregistrés hier dimanche, 72 cas issus de la transmission communautaire révélés ce lundi, soit 238 en l'espace de 72 heures. Le nombre de cas de contamination communautaire se multiplie de façon exponentielle. Dakar inquiète avec ses 82 transmissions communautaires officiellement annoncées ces 3 derniers jours. Thiès frissonne, 54 cas communautaires révélés dans la région entre samedi, dimanche et lundi, 32 identifiés dans la même période entre Ziguinchor, Bignona, Kédougou, Kolda et Tambacounda, 424 ne serait-ce que le courant du mois d'août, plus de 1000 cas communautaires identifiés depuis le début de la pandémie. Les chiffres explosent, les statistiques sont plus que jamais alarmantes, alors que la majorité des populations semble être insensible à cette alerte. Les gestes barrières foulés aux pieds dans les transports en commun, marchés, plages et autres espaces publics. Et si les autorités décidaient de sortir le bâton
Le ministre de l'Intérieur décide d'appliquer les nouvelles mesures restrictives pour freiner la propagation du virus. Le gouverneur de Dakar suit et ferme les bars, les discothèques et les salles de spectacle pour 3 mois. Un contrôle intensif du respect du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport sera effectué. Les forces de sécurité de la gendarmerie et de la police mobilisées pour veiller à l'application, mais aussi au respect strict de ces nouvelles dispositions. Babacar Samb, c'est dans ce contexte de crise sanitaire que les candidats au baccalauréat ont plongé sur les épreuves anticipées de philosophie. Mercredi 12, le protocole sanitaire a été respecté dans les centres d'examen et quelques absences relevées. À Diourbel, des réaménagements ont été opérés au lycée de Bambey pour éviter toute mauvaise surprise en cas de pluie. Adama Ndiaye. Ils sont 8232 candidats répartis dans 28 jurys à subir les épreuves anticipées de philosophie dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba, le protocole sanitaire est respecté à la lettre. Elhadji Bara Sow est le proviseur. On a eu à procéder au lavage des mains de l'ensemble des candidats. On a eu des thermoflages qui nous ont permis de les tester tous. Et à 7h30, on a été en salle vérifier l'installation. C'est le jury 1404 qui est composé de 3 séries, la série S1, la série S3 et la série S2, avec un nombre total de 276 candidats. Tous les candidats ne se sont pas présentés malheureusement, mais ils ne sont pas nombreux, ils sont juste au nombre de 3 sur 276. Au lycée de Bambey, c'est le même dispositif qui a été mis en place. Toutefois, des réaménagements ont été opérés pour éviter la pluie. Alpha Diawara est le proviseur de ce lycée. Comme on a des salles qui datent de longtemps, on a préféré déplacer les salles d'examen vers d'autres salles où il n'y a pas de problème d'étanchéité. Et ceci qui explique également la délocalisation du deuxième jury qui était prévu au lycée. On l'a amené à l'école Sainte-Croix. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, quittons Diourbel où vous nous suivez sur la 94.1 pour nous rendre à Ziguinchor où vous nous suivez sur la 95.6. Et c'est pour parler de l'hivernage. Les fortes pluies enregistrées installent le désarroi chez les habitants de certains quartiers inondés, n'est-ce pas Ignace Ndeye? Les pieds dans l'eau, les bagages submergés par les eaux de pluie. C'est dans cette situation indescriptible, désolante, que nous avons trouvé la famille Manessis au quartier Kenya. Des pans de murs qui ont cédé, la maison détruite. Cette famille de 6 membres s'est retrouvée du coup sans abri. Le chef de famille complètement abattu, c'est le voisin qui n'a pas également bien loti qui témoigne. Bon, moi je suis dans l'eau depuis presque une semaine. Je mange dans l'eau, je me couche dans l'eau. La détresse de la famille Mané qui a suscité un élan de solidarité du voisinage. Des habitants qui sont venus apporter leur soutien à celui que l'on appelle Allo dans le quartier. À côté de la maison de Allo complètement détruite par les eaux, 2 autres maisons ont subi le même sort. Les habitants de la zone sollicitent l'aide et interpellent le maire de Ziguinchor. Comme Kenya, d'autres quartiers, Belfort Crapaud, Boudodi et Koumbaye, Goumel, Diefay, entre autres, sont dans la même détresse. Interpellés par les populations qui demandent de l'aide, le maire, à son tour, lance un SOS à l'État. Abdoulaye Baldé. Il y a eu de graves inondations. Cela est dû aux fortes précipitations qui sont abattues dans notre ville et qui vont continuer à l'être. Et donc, c'était important que la commune soit secourue. L'assainissement, encore une fois, n'est pas une compétence transférée. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Intéressons-nous à présent au litige foncier opposant les habitants de Tobène aux ICS. Les 22 personnes interpellées lors des manifestations seront jugées vendredi 21 août devant le tribunal de flagrant délit de Thiès. Leur avocat, Maître Khourechiba, s'en explique au micro de Birama Ndiaye. Les jeunes des villages de Tobène, Bengen, Kichan, c'est des villages qui sont proches du domaine convoité par les ICS et suite aux négociations qui avaient été faites entre les ICS, l'État et les populations, tournant autour des indemnisations. Un accord n'avait pas pu être trouvé finalement, ce qui a valu la réaction des populations quand ils ont vu que les ICS n'en faisaient qu'à leur tête et que les gens étaient en train de s'approprier leurs terres. Voilà, déjà en février, il y avait des échauffourées, les gendarmes en avaient été victimes. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus grave. Alors que des convocations avaient été dûment envoyées, et les gens sont allés au petit matin les cueillir. Ça a été une grande razzia qui s'est soldée donc par 22 interpellations. Et une 23e intervenue du jeune Ardo Nying, un activiste
aar li ñu bokk. Sur l'international, retenez qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations contre le 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara ont causé la mort de 4 manifestants entre mercredi et jeudi. Au Mali également, le M5, le mouvement du 5 juin, a manifesté le 11 août dernier. Au lendemain de cette mobilisation, les forces de l'ordre ont dispersé tôt le matin les manifestants qui ont passé la nuit au boulevard de l'Indépendance de Bamako. Correspondance, Souri Ibrahim Meiga. La manifestation d'hier s'est prolongée jusqu'au matin de ce mercredi. Militants et leaders du M5 ont veillé à la place de l'Indépendance pour attendre la démission du président Ibeka. Sous la fraîcheur de la pluie qui a arrosé la capitale malienne et dans une ambiance festive, ils s'y sont installés avec des nattes et des moustiquaires. Une grande partie des manifestants restés sur place ont bénéficié de la générosité de certains Maliens qui ont assuré les restaurations sur le boulevard. Pas de réponse de la part du gouvernement jusqu'au matin aux environs de 8 heures. Sauf qu'à cette heure, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui a finalement déguerpi les lieux. Dans d'autres régions aussi, le mot d'ordre du M5 a été suivi, comme à Tombouctou, Kaï, Sigasso et la diaspora. L'on peut dire que la bronca M5 ne faiblit pas, de nouvelles adhésions et la manifestation nationale de ce mardi du mouvement semble réussir son pari. Comme clamé par le leader moral du regroupement, il n'y a pas eu de barricade ni de paralysie au niveau de la circulation. Mais lors des échauffourées de ce matin, quelques manifestants ont jeté des pierres à l'endroit des forces de sécurité au niveau des axes qui mènent vers le monument de l'indépendance. Souri Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. En sport, le Bayern de Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a humilié le FC Barcelone sur le score de 8-2. Bayern va affronter le 19 août prochain soit l'Olympique Lyonnais ou Manchester City. C'en est tout pour la rétrospective des faits saillants de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Adji Fatou Bari. 12 heures passées de 33 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. 2 nouveaux décès, 130 nouvelles infections, dont 63 issues de la transmission communautaire. Voilà les chiffres du jour concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Des cas recensés entre Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Mbour, Tivaouane, Kédougou, Kolda, Sédhiou ou encore Dakar. Concernant la gestion du médicament en cette période de crise sanitaire, pas de panique. Un stock de sécurité de 6 mois a été assuré, affirme la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Dr Annette Sek Ndiaye était l'invitée de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Et puis la Covid-19 touche particulièrement le secteur du tourisme. Et pour une reprise réussie des activités, le ministre lance donc un appel à tous les acteurs à s'impliquer davantage pour la relance des activités touristiques. C'est la fin de ce journal. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. À 13h, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Très bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM.